Donc, bienvenue à tous dans ce savoir-faire actuel de pourquoi Minergie fait désormais le bilan des émissions de gaz à effet de serre lors de la phase de construction. Donc, cette conférence dure environ 1 heure. Il y aura 45 à 50 minutes de conférence avec 2 intervenants aujourd'hui et on laissera 10 à 15 minutes pour les questions à la fin. Vous pouvez tout au long de la réunion les écrire dans le chat, mais souvent les réponses à vos questions arrivent au fil de la conférence. Donc, peut-être attendez la fin pour poser vos questions si on n'y a pas répondu. Donc, je suis Marion Bissig, responsable formation continue Minergie. Je vous invite à aller consulter notre tout nouveau site internet qui a refait peau neuve avec une liste des cours qui est encore jusqu'au mois de juin. Donc, on a encore pas mal de cours à vous proposer, des nouveautés qui arrivent aussi pour l'automne. Donc, je vous invite à rester attentif et attentive à ce programme de formation. Au cas où vous ne l'auriez pas encore vu passer, notre Minergie Savoir-faire Compact, c'est un format e-learning qu'on a lancé l'année passée. Donc, on a pour le moment 2 cours qui sont gratuits en ligne, qui durent environ 15 minutes et qui vous permettront de donner des arguments concrets et pertinents à vos clients, notamment sur la ventilation dans un bâtiment Minergie. Donc, vous aurez le lien vers le cours dans la présentation. On a aussi lancé l'année passée une campagne pour mettre en lumière nos partenaires spécialistes. Donc là, par exemple, vous pouvez voir Fabien Reduit du bureau Ener Conseil, qui est partenaire spécialiste depuis plus de 10 ans. Et également sur nos réseaux sociaux, on a fait une campagne aussi pour les partenaires spécialistes. Donc, si vous voulez y participer, n'hésitez pas à contacter Vincent Luyet, qui est notre responsable marketing et communication. Donc, le sujet du jour vous est présenté par Olivier Maillet, directeur de l'agence suisse romande et directeur général adjoint Minergie, et Marc Girelli, qui est l'un de nos chargés de cours Minergie et qui est ingénieur SIA et directeur de Bedin SARL. Donc, je vais directement passer la parole à Monsieur Maillet. Je vous rappelle juste d'éteindre vos micros, vos caméras et de poser vos questions dans le chat directement et on y répondra en fin de conférence. Je vous souhaite une bonne conférence à tous et à tout à l'heure. Merci beaucoup Marion pour cette introduction. Bienvenue aussi à tous de ma part. Je me réjouis d'un si grand intérêt sur le sujet d'une part et peut-être aussi sur le format qu'on vous propose qui a toujours beaucoup de succès de recevoir une information sur un sujet d'actualité pendant la pause de midi. Aujourd'hui, il est question d'émissions de gaz à effet de serre pendant la phase de construction et j'aimerais juste introduire le sujet par une petite vue d'ensemble de différentes typologies de bâtiments Minergie qui ont été construits pendant les dernières années, avec le message d'une part qu'on voit qu'il y a vraiment possibilité de construire de manière très, très variée et diverse du point de vue architectural. On n'est pas obligé de construire ces fameux cubes Minergie comme on pourrait parfois en avoir l'impression. Par contre, de l'autre côté, on le verra sur la question des émissions de gaz à effet de serre pendant la phase de la construction, eh ben, c'est un élément quand même qu'il faut prendre en compte en termes d'impact environnemental, en termes d'impact CO2, ce qui n'empêche pas que toutes les formes d'architecture sont possibles. On voit aussi clairement une évolution vers plus de photovoltaïque, vers plus de production d'énergie renouvelable sur place, avec si possible un maximum d'autoconsommation et des bâtiments qui sont aussi de plus en plus équipés pour la mobilité électrique. Pour l'instant, l'exigence qu'on retrouve dans les standards Minergie à ce sujet, c'est de prévoir un tube en attente au niveau des étages qui sont prévus pour du parking pour pouvoir raccorder facilement des places de parc avec des bornes électriques dans le futur. Et on voit dans la pratique qu'il y a carrément de plus en plus de bâtiments qui équipent directement leurs places de parc avec des bornes de recharge. Et c'est une évolution pour laquelle on est clairement préparé. Je rentre après dans le vif du sujet avec cette vue d'ensemble que vous connaissez certainement, qui synthétise un peu toutes les exigences de Minergie.
Pour préciser maintenant qu'on a rajouté justement à ce graphique, dans l'encadré en rouge, les émissions de gaz à effet de serre durant la phase de la construction. Et c'est vraiment la nouveauté principale qu'on a introduite en 2022. On verra plus tard dans les slides de quelle manière ça se présente. On traite le sujet tant au niveau des rénovations que des nouvelles constructions. Vous retrouvez ici un graphique qui essaye un petit peu de décortiquer les enjeux au niveau des émissions de gaz à effet de serre, que ce soit dans les bâtiments existants ou dans les nouvelles constructions. Pour les bâtiments existants qui sont en exploitation, je pense que l'enjeu principal, c'est vraiment le remplacement du chauffage, la substitution du gaz et du mazout par des énergies renouvelables et l'isolation du bâtiment. Et si on attaquait une rénovation dans le sens d'une remise en état du bâtiment par rapport à des exigences d'actualité, de se poser vraiment cette question de la réaffectation du bâtiment au lieu de la démolition, ça c'est un élément déterminant au niveau des émissions de gaz à effet de serre pour la construction, respectivement la rénovation. Et quand on traite de nouvelles constructions, on peut dire qu'elles sont déjà complètement décarbonées au niveau de Minergie. De ce point de vue-là, zéro émission de gaz à effet de serre au niveau de ce scope 1, qui sont les différents périmètres qu'on prend en compte et qui ont été définis dans les accords de Paris. Je préciserai un petit peu la logique de ces scopes dans quelques slides. Et puis, on essaie de pousser, bien sûr, aussi au maximum l'efficacité énergétique d'une part et la minimisation des émissions de gaz à effet de serre par rapport à l'énergie qu'on consomme dans son bâtiment. Vous le savez, les bâtiments sont de plus en plus alimentés par de l'énergie électrique. La production d'énergie électrique n'est pas totalement neutre en CO2, en particulier en hiver où on importe encore beaucoup d'électricité de l'étranger. Et puis, idéalement, on ferait approvisionner son bâtiment Minergie par de l'électricité verte ou de l'électricité renouvelable pour minimiser au maximum les émissions de gaz à effet de serre à ce niveau-là. Sinon, il y a la question du stockage du carbone et de la minimisation au niveau de la construction. C'est un sujet qu'on va aborder plus en détail, qui est l'objet justement de la présentation aujourd'hui. Minergie, c'est une combinaison de deux éléments qui est vraiment bien établie. D'abord, un bâtiment climato-responsable, zéro émission de CO2, et un bâtiment qui est confortable pour ses utilisateurs. Je vais vous présenter dans les deux prochaines slides la manière dont ces éléments se concrétisent. D'abord, pour avoir un bâtiment climato-responsable, il faut en déterminer son empreinte carbone. L'empreinte carbone d'un bâtiment se constitue principalement de trois éléments qui se concrétisent dans deux phases principales, la phase de construction et la phase d'exploitation. Vous avez à gauche une représentation des émissions de gaz à effet de serre dans un bâtiment conventionnel et à droite la représentation de ces émissions de gaz à effet de serre pour un bâtiment Minergie. Si on regarde le scope 1, c'est les émissions de gaz à effet de serre qui sont émises directement dans le bâtiment pendant la phase d'exploitation, donc le chauffage au gaz et le chauffage au mazout. Chez Minergie, ce type d'énergie est complètement exclu, sauf les charges de pointe, typiquement dans du chauffage à distance. Donc, on peut dire au niveau du scope 1, pour un bâtiment Minergie, qu'on est quasiment à zéro. C'est pour ça que pour les bâtiments qui n'ont pas de recours justement à du fossile pour le besoin de chauffage et les charges de pointe, cette nouvelle pastille qu'on a introduite sur nos plaquettes Minergie pour mettre en évidence que le bâtiment émet zéro CO2 en exploitation. Le scope 2, on en a parlé, c'est les émissions de CO2 qui sont induites par l'énergie fournie au bâtiment. Et là, c'est vraiment en fonction de l'utilisateur, en fonction de l'exploitant, en fonction du type d'énergie électrique principalement avec laquelle il choisira de s'approvisionner, que son impact sera plus ou moins grand
au niveau du scope 2, mais ce n'est pas un sujet qu'on traite directement chez Minergie. Il n'y a pas d'exigence dans la phase d'exploitation de se fournir en courant vert. On essaie vraiment de travailler à ce niveau-là, au niveau de la sensibilisation. D'ailleurs, ce serait un élément qui serait très, très difficile à contrôler en pratique, et c'est pour ça que cet élément n'est pas pris en compte au niveau du certificat. Et le troisième scope, le troisième périmètre, c'est les émissions de gaz à effet de serre qui sont engendrées pendant toute la phase de construction, l'extraction des matériaux, leur préparation, la fourniture sur le chantier, leur mise en place sur le chantier, la déconstruction, idéalement le recyclage. Et ça, c'est le sujet qu'on a introduit maintenant dans Minergie pour essayer d'une part de diminuer cette empreinte au niveau du scope 3, et on le verra dans le prochain slide, d'essayer de trouver un mécanisme qui nous permettrait d'une manière ou d'une autre de définir un bâtiment zéro CO2 net. On retrouve sur ce graphique les deux sujets principaux qu'on avait dans cette représentation de la maison, avec tout en bas le bâtiment climato-responsable à gauche et les questions de confort à droite. Je vous propose de continuer d'abord sur cette question de bâtiment climato-responsable. On a regardé ensemble en détail comment se composait ce premier pilier en bleu, qui est l'empreinte carbone d'un bâtiment, avec depuis le début de cette année la nécessité de justifier son empreinte carbone au niveau de ce qu'on appelle le CO2 gris, donc les émissions de gaz à effet de serre pendant la phase de construction. Je vous montrerai de quelle manière ça se concrétise. Et puis, il y a déjà la possibilité de déployer des mesures de séquestration de carbone, par exemple la construction en bois, qu'on peut faire valoir déjà dans le justificatif aujourd'hui. Et en fonction de l'expérience qu'on va accumuler pendant cette année 2022, l'éventuelle introduction d'une limite maximale pour l'empreinte carbone d'un bâtiment en 2023. On travaille aussi sur toute cette question d'émissions négatives parce que l'objectif qu'on a chez Minergie, c'est que cette empreinte carbone soit compensée par des mesures de compensation qui sont vraiment directes au bâtiment, qui sont directement liées au bâtiment ou qui sont directement liées à de la capture et du stockage de carbone. Et sur la prochaine slide, j'aimerais vous montrer en fait quelques exemples de ce que sont les émissions négatives qu'on pourrait prendre à l'avenir en compte chez Minergie pour définir un bâtiment zéro CO2 net. Ça, c'était le pilier bâtiment climato-responsable, donc empreinte carbone et compensation directe. L'autre pilier très important de Minergie par rapport au changement climatique, c'est la question du confort. La protection solaire estivale, qui est vraiment la base de ce qu'on fait, donc l'approche passive, la minimisation des apports solaires en été, de sorte qu'on doive le moins possible recourir à du free cooling et à de la climatisation. Et malgré tout, si on prend en compte les scénarios de réchauffement climatique qui sont calculés au niveau de l'Office fédéral de la météo aujourd'hui, on voit que probablement à l'avenir, la climatisation et le free cooling vont devenir indispensables pour garantir un confort en été. Et c'est des sujets qu'on est en train de traiter maintenant. En même temps qu'on pourrait introduire une valeur limite pour les émissions de gaz à effet de serre en 2023, on aimerait traiter aussi de manière plus détaillée ces questions de climatisation et de free cooling pour les permettre à l'avenir de manière intelligente et de manière aussi durable que possible. Je vous ai parlé au niveau du bâtiment climato-responsable des émissions négatives et j'aimerais maintenant juste vous expliquer ce que c'est concrètement. Les émissions négatives de CO2, donc c'est les technologies qui permettent en fait de capturer du gaz à effet de serre, du CO2 de l'atmosphère et de le stocker principalement dans la croûte terrestre finalement, quoi. Il y a différentes approches qui permettent de réaliser une telle mesure. Ça commence toujours par la capture du CO2 d'une manière ou d'une autre. Dans les deux premiers exemples que vous avez en haut à gauche et le deuxième à gauche, il s'agit de capture de carbone par des végétaux et de stockage après du résidu de ces végétaux dans la croûte terrestre. Il y a aussi moyen apparemment de stocker du CO2 à travers des minéraux, de stocker du CO2 dans de la roche, dans des déchets organiques.
Il y a des systèmes de filtration aussi qui permettent de capturer du CO2 et de le stocker après dans la croûte terrestre. Et finalement, il y a visiblement des moyens aussi d'accroître l'absorption de CO2 dans les océans par les algues en y ajoutant des éléments nutritifs. Et ce serait typiquement ce genre de projet-là qu'on pourrait s'imaginer prendre en compte pour pouvoir effectivement dire qu'au final, on a un bâtiment zéro CO2 net. On ne prendrait pas en compte tous les projets de compensation qui sont plutôt dans une philosophie d'évitement d'émissions de CO2 ailleurs sur la planète. Là, on est vraiment dans une philosophie de capture de CO2 et de stockage de celui-ci. Maintenant, j'aimerais vous présenter encore quelques ordres de grandeur pour que vous ayez une notion de ce dont on parle par rapport aux émissions de gaz à effet de serre. Jusqu'à maintenant, du côté gauche, on parlait toujours de l'énergie primaire non renouvelable. Finalement, l'indice Minergie qu'on calculait se rapportait à cette grandeur-là. Et puis, vous voyez que quand on commence à s'intéresser aux émissions de gaz à effet de serre, en fait, la part de la construction devient beaucoup plus importante puisque toute l'exploitation d'un bâtiment Minergie est assurée sans énergie fossile. Et c'est pour ça que c'est un sujet qu'on traite maintenant au niveau de nos justificatifs. Le justificatif, de notre point de vue, en tout cas, il est simple et intuitif. Pour ceux d'entre vous qui déposeraient des demandes de certification Minergie, on est très ouvert toujours à la critique, aussi pour pouvoir améliorer justement ce genre d'éléments. Il est destiné aux nouvelles constructions. C'est une procédure qui est basée sur une méthode qualitative. Il n'y a pas de calcul à faire. On a procédé à des hypothèses très conservatrices, donc un bilan en termes d'empreinte carbone, qui est plutôt péjoré. Et l'idée, c'est de sensibiliser en fait les utilisateurs aux 8 principaux leviers à travers lesquels on génère des émissions de gaz à effet de serre pendant la construction. Il s'agit des fouilles, il s'agit du type de fondation qu'on fait dans le bâtiment, des conceptions du sous-sol ou simplement le fait d'en avoir un ou pas, du type de construction massive, légère, de la structure porteuse qu'on utilise, de la proportion de fenêtres, des installations techniques, en particulier si elles sont incorporées dans les dalles ou pas et qu'elles nécessitent du coup des épaisseurs de béton plus grandes pour pouvoir les incorporer. Et finalement, le dernier point, l'utilisation de béton enrichi en CO2. Et quand vous allez télécharger sur notre site le nouveau justificatif pour déposer une demande de certification cette année, vous trouvez un nouvel onglet qui est encore intitulé Fabrication, qui va être corrigé bientôt pour être intitulé Construction, comme il se doit. Quelques exemples maintenant au niveau de la consolidation des fouilles. Typiquement, on pose la question de savoir si les fouilles sont consolidées avec un talus ou avec une paroi de pieux forêt. Les pieux forêts sont beaucoup plus intensifs en termes d'émissions de CO2 et puis le bilan que vous ferez prendra cet élément en compte. L'ampleur du sous-sol, respectivement de la fouille qui est nécessaire, idéalement, il faut essayer d'en faire le moins possible pour minimiser les émissions de gaz à effet de serre. Ou l'autre élément, il est plutôt architectural, d'avoir des portées aussi petites que possible, une répartition des charges aussi homogène que possible. Ça nécessite moins de ferraillage si on a recours à du béton, moins de bois si on a recours au bois. Donc, tout bénéf du point de vue émissions de gaz à effet de serre gris. Un autre exemple, c'est la typologie de construction. Ici, quelques exemples chiffrés, par exemple, entre une construction en bois et une construction qui serait réalisée de type massive. Et un élément auquel on est souvent moins sensible, c'est ce qui concerne la façade, ou auquel on est moins sensibilisé jusqu'ici, en tout cas, les éléments de façade, s'ils sont construits en bois comparé à une façade construite en alu, on voit que c'est vraiment significatif la différence qu'on a au niveau du CO2.
L'avant-dernier point que j'aimerais aborder, c'est encore les bâtiments vitrés. C'est encore très apprécié chez les architectes et je crois malgré tout chez les utilisateurs aussi. On voit encore beaucoup de concours architecturaux qui sont remportés par des projets avec des bâtiments qui sont énormément vitrés. J'invite juste à la réflexion pour dire que les bâtiments vitrés, du point de vue des gaz à effet de serre pendant la construction sont beaucoup moins bien lotis que les autres. Le vitrage en soi a un impact environnemental très très grand. Et le deuxième élément, c'est que les bâtiments vitrés engendrent après des besoins en rafraîchissement en particulier, surtout dans les bâtiments administratifs qui sont nettement supérieurs à un bâtiment qui est construit de manière conventionnelle. Un exemple encore, pour conclure avant de passer la parole à Marc Girelli. Pour vous donner quelques ordres de grandeur, ici on a une salle de sport à Landquart dans les Grisons qui a été construite avec le standard Minergie-P. Elle a été construite avec du bois suisse, c'est 180 épicéas de forêt locale qui ont été utilisés, 564 mètres cubes de bois en tout, et ça a permis de stocker de manière durable 200 tonnes de CO2. Donc c'est vraiment des ordres de grandeur qui sont significatifs quand on a recours à ce genre de technologie. Voilà, j'en ai fini pour ma contribution et je passe maintenant la parole à Marc Girelli qui va vous présenter un peu tout le contexte de ces émissions de CO2 pendant la phase constructive et pourquoi finalement c'est important de s'y intéresser. Marc. Merci Olivier, bonjour à tous. Voilà, moi on m'a demandé de plancher un peu sur cette question des émissions de CO2 dans la construction et de comment évoluer les choses. Donc je vais commencer peut-être par un tour d'horizon des émissions dans le bâtiment. Alors ça, vous êtes peut-être un certain nombre à connaître ces informations. Je les répète quand même parce que c'est vrai que le bâtiment aujourd'hui en Suisse, c'est responsable le secteur du bâtiment est responsable de plus de 40% des émissions d'énergie finale en Suisse. Vous voyez que il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte. Il y a le chauffage, il y a l'eau chaude. Et puis la climatisation pour certains, et puis après derrière on a la mobilité, on a l'éclairage, bref on a d'autres paramètres qui sont pas dans le bâtiment qui prennent de l'importance ces dernières années, notamment la mobilité qui aujourd'hui pose vraiment question parce que si on a fait des progrès sur la construction et l'eau chaude et les consommations du bâtiment, actuellement, le gros point noir, ça reste les émissions liées au transport, mais le bâtiment reste quand même un des émetteurs principaux, l'émetteur principal de CO2 dans la Confédération. Alors maintenant, donc là, c'était les consommations d'énergie finale. Maintenant, si on regarde ce qui se passe en termes de CO2, ça fait à peu près 20% des émissions de CO2. Vous avez ici un diagramme de l'OFS qui date de 2018 qui nous donne un peu d'où vient notre CO2 émis en Suisse et comment il se répartit entre les émissions qui viennent de la Suisse, les émissions qui viennent des ménages, de la Suisse, de l'économie suisse, les émissions qui viennent des ménages et les émissions qui viennent de l'économie liées à nos importations. Donc vous voyez que ce que je vous disais tout à l'heure est quand même assez flagrant là-dessus. Les transports posent quand même question au niveau des émissions de CO2. Ensuite, il y a notre alimentation. Si on regarde ça en termes de millions de tonnes d'équivalent CO2 des ménages. Puis arrive le secteur des logements, où vous voyez que les ménages sont impliqués fortement, que ce soit dans leur façon de vivre, mais aussi dans les bâtiments dans lesquels on va vivre. Ensuite, on a d'autres choses qui sont émettrices de CO2, mais on va dire que le bâtiment et nos logements, malheureusement, sont encore très impliqués dans les émissions de CO2 de la Confédération. Alors, si on regarde maintenant les choses de manière un petit peu plus précise, on voit, et puis qu'on regarde aussi au niveau des tendances, on voit quand même que depuis quelques années,
les émissions par habitant, parce que comme la population augmente dans le graphique de droite, on est en droit de se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe au niveau des habitants et par habitant? On voit quand même une baisse qui est conséquence d'année en année, on va dire depuis les années 2010, où les émissions de CO2 par habitant ont tendance à diminuer. Si on part d'une base 100 qui est souvent utilisée dans le protocole pour comparer dans le protocole de Kyoto, on voit qu'aujourd'hui, on a beaucoup baissé. Hein. On est par habitant sur une base autour de 70, alors qu'on émettait 100 en 1990. Donc ça veut dire que y a des améliorations là-dessus, et ça c'est bien parce que on voit quand même les efforts qui sont produits. Et puis si on regarde à gauche le secteur du bâtiment par rapport à d'autres secteurs, on voit évidemment que c'est un secteur qui a tendance à se réduire au niveau des émissions, que ce soit en brut ou par habitant. Cette slide est importante parce qu'elle résume finalement les politiques énergétiques de la Confédération pendant ces dernières décennies. C'est-à-dire face à une situation qui était à la fin des années 90 pas très favorable et où la Suisse voulait s'engager sur une diminution des émissions de CO2, la stratégie, elle a été dans plusieurs directions, hein, que construire des bâtiments qui soient moins émetteurs, rénover le parc de bâtiments. Vous savez qu'il y a le programme bâtiment dont l'objectif est de réduire les émissions de CO2. Il y a eu d'autres paramètres dans d'autres secteurs qui ont vu le jour, notamment tout ce qui est véhicules neufs, sur lesquels on a essayé de limiter les émissions par véhicule neuf. Et puis aujourd'hui, quand on regarde quelques années après, on se rend compte que finalement le bâtiment est vraiment le secteur qui paye, entre guillemets, le franc investi dans le bâtiment à payer, puisque plus les années avancent, plus les émissions de CO2 dans le bâtiment ont tendance à diminuer. Alors, si on se rapproche maintenant de Minergie et qu'on regarde un petit peu comment ça se passe au niveau du chauffage et évidemment des émissions de CO2, on se rend compte que les labels Minergie, aujourd'hui, c'est principalement des bâtiments neufs sur lesquels il y a des demandes de labels Minergie. Hein, à plus de 90%, c'est des bâtiments neufs. Et puis ensuite, si on regarde les statistiques de ces bâtiments, on voit aujourd'hui que sur 2020, les bâtiments, ils ont pour beaucoup des chauffages qui sont mazout, gaz, électricité, pompe à chaleur. Vous voyez que les énergies renouvelables là-dedans, que ce soit le pompe à chaleur ou le bois, sont encore pas très présentes, que ce soit pour le chauffage à gauche ou pour l'eau chaude à droite. Donc là, c'est des chiffres qui sont globaux, quel que soit le type de bâtiment. Olivier vous a parlé des bâtiments Minergie qui maintenant en neuf, dans lesquels maintenant en neuf les énergies fossiles sont proscrites. Mais on voit que dans la construction de bâtiments aujourd'hui en Suisse, en tout cas en 2020, il y avait encore une grosse part de ces bâtiments qui étaient chauffés au mazout ou au gaz. Effectivement, juste petit complément encore, c'est aujourd'hui chez Minergie, c'est neuf et rénovation où le fossile est complètement exclu et ces graphiques mettent bien en évidence finalement la différence qu'il peut y avoir entre un bâtiment conventionnel et un bâtiment Minergie. Ouais. Ce qui est important aussi de voir avant de changer de slide, c'est que les énergies on voit pas ici la proportion, mais c'est clair que au rythme des normes, que ce soit Minergie ou SIA, les choses se sont quand même améliorées. C'est-à-dire même si on a encore beaucoup de production de chaleur qui sont fossiles, on voit pas sur ces
sur ces graphiques ce qu'on voyait avant, c'est-à-dire que quand même les besoins de chaleur et la quantité d'énergie pour le chauffage ont tendance à fortement diminuer. Donc oui, c'est bien au niveau des émissions par habitant et essentiellement lié aux bâtiments dont la proportion a tendance à diminuer. Mais cette proportion est encore, en tout cas pour les bâtiments qui ne sont pas labellisés Minergie, principalement basée sur des énergies fossiles. Alors, si on regarde cette fois-ci sur les bâtiments Minergie, qu'est-ce qui se passe? On a ici un diagramme qui nous montre quelles sont les énergies requises, les énergies de chauffage pour les nouvelles constructions Minergie sur la période 2014-2016. Donc, vous voyez que cette slide, elle est intéressante parce qu'on est avant le changement du règlement Minergie, qui date de 2017. Et puis, déjà, à cette époque, vous voyez que les nouveaux bâtiments, donc là, on est vraiment sur des bâtiments qui sont neufs et qui sont labellisés. Donc, ce n'est pas les idées, c'est la concrétisation. On voit que la plupart, l'immense majorité, 90% des bâtiments sont soit des pompes à chaleur pour près de la moitié, enfin plus de la moitié des bâtiments, soit des énergies issues du bois ou de chauffage à distance. Et puis donc on voit que déjà à cette époque, avant l'arrivée du nouveau règlement, les bâtiments Minergie étaient presque complètement exempts d'énergie fossile. Alors bon, le type d'énergie renouvelable, vous les connaissez, celles qui sont considérées comme renouvelables dans les projets, sont les pompes à chaleur, les chauffages à distance, pour autant qu'ils aient une part renouvelable d'énergie, tout ce qui est production solaire, que ce soit thermique ou photovoltaïque, et l'électricité de sources renouvelables est évidemment intégrée dans tous ces projets. Alors, maintenant qu'on a fait le tour et puis qu'on voit qu'on est plutôt bons élèves au niveau de la construction, de la rénovation et des énergies qu'on va mettre dans les bâtiments, vient la question qu'a abordée Olivier au début de cette conférence, qui est de se dire, mais ok, c'est une bonne chose d'utiliser des énergies renouvelables, c'est une bonne chose de consommer moins d'énergie dans nos bâtiments, mais finalement, la phase de construction, quelle est son importance? On a commencé à en parler tout à l'heure dans ces transparents. Quelle est l'importance de cette phase de construction? Alors, ici, vous avez 4 aspects de la construction qui vont être générateurs d'énergie grise. Vous avez d'une part la construction en elle-même, c'est-à-dire choisir une forme qui soit plutôt compacte. Évidemment, on le sait, ça limite les surfaces d'échange avec l'extérieur et du coup l'enveloppe déperditive, la surface d'enveloppe déperditive. Ensuite, d'avoir une structure qui soit efficace en termes de statique permet de limiter la quantité de matériaux qu'on va utiliser. Donc, c'est vrai que, bon, voilà, on a pris l'habitude dans certains projets d'avoir des structures qui soient très visibles, qui soient un peu massives. Et puis, si on se limite à une structure qui est efficace, on peut concevoir des bâtiments qui sont moins émetteurs de CO2. Ensuite, un des aspects qui est très important et qu'on va regarder de près dans les prochaines slides, c'est quelles sont les matières premières qu'on va utiliser dans le bâtiment. Vous avez ici un tas de bois et ce tas de bois, il est à l'état, on va dire, presque brut. Donc, toute la question est de savoir qu'est-ce qu'on va faire de ce bois, parce que c'est une bonne chose de construire en bois, mais s'il est étuvé, transformé, lasuré, verni, etc., collé, etc., toutes ces transformations vont rajouter au bilan carbone et à l'énergie grise de construction. Et puis enfin, dernier aspect qui est important à prendre en compte lors de la construction ou de la rénovation, c'est l'utilisation de matières premières recyclables, réutilisables, issues du recyclage. Alors ici, vous avez des PET, on ne construit pas beaucoup de bâtiments en PET, mais on pense principalement, évidemment, au béton, en tout cas à tous les matériaux qu'on peut utiliser, les granulats qu'on peut utiliser et qui sont d'origine recyclée. Et puis, on peut aussi penser à des produits qui
sont neufs au moment de l'utilisation dans le bâtiment, mais qui vont, si jamais on le démonte dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, pouvoir de nouveau avoir une seconde vie et être réutilisés. Donc ça, c'est quelque chose qui est important dans la prise en compte de l'énergie grise. Alors, du coup, quand on va concevoir nos bâtiments, on va essayer de réfléchir à ces indicateurs. Alors, je vous ai mis ici des abréviations d'indicateurs qu'on retrouve dans la base KBOB. Donc, NRE, c'est les énergies non renouvelables en kilowattheures par mètre carré. Le Global Warming Process, c'est les émissions de CO2 équivalents liés au process de fabrication, d'élimination, etc. du matériau. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est les points UBP. Alors, les points UBP, eux, ils sont plus axés dans la base KBOB, si certains d'entre vous s'y intéressent, sur l'épuisement des sols, des ressources aussi de l'eau, et enfin, pas l'épuisement, la pollution des sols, de l'eau et de l'air, puisque parfois, voilà, on peut avoir des produits qui sont peu transformés, mais dans lesquels on va mettre des solvants, dans lesquels on va mettre des cols, dans lesquels on va mettre des produits qui sont très mauvais pour l'environnement. Et donc, dans la base KBOB, on a un traitement de cette information. Et puis ici, vous avez deux illustrations de ça. La première à gauche qui pourrait être un tour d'horizon au moment de la construction de 3 modes constructifs et des émissions de CO2 qu'elles génèrent. Donc voilà, ça permet de prendre des décisions. On a ça dans Minergie Éco, quand on fait les éco-bilans. Ça nous donne un tour d'horizon de la construction et à travers une même enveloppe, à travers une même qualité thermique, à travers un même bâtiment, différentes variantes sur qu'est-ce que je vais pouvoir choisir dans mon projet qui est meilleur au niveau de l'environnement. Vous avez à droite, j'ai repris une impression d'écran d'un bilan thermique dans lesquels vous avez aussi ces données éco qui nous permettent de prendre des décisions avec le maître de l'ouvrage sur quelle est la bonne méthode constructive et quelles sont les émissions impliquées dans cette méthode constructive. Merci Marc, merci beaucoup. Maintenant, je pense qu'on peut ouvrir les questions. Donc, soit vous prenez la parole ou vous levez la main avec la petite main là, ou alors directement dans le chat si vous préférez. Oui, Madame Dumont. Oui, j'ai une question concernant les bâtiments qui sont certifiés éco. Est-ce qu'on a une obligation aussi de remplir ce fichier Excel? En l'occurrence, pour les demandes éco, ça fait un peu double emploi parce que, comme l'a montré Marc, dans les demandes de certification éco, il y a vraiment un calcul complet à faire en termes d'énergie primaire non renouvelable, d'émissions de gaz à effet de serre pendant la phase constructive. Du coup, le modèle simplifié qu'on utilise pour justifier le CO2 dans les autres types de bâtiments Minergie n'est plus trop pertinent. Donc, pas besoin de le faire en plus. On a une question de Madame Pernou dans le chat. À partir de quand cette exigence est obligatoire? En fait, pour l'instant, l'obligation, elle consiste simplement à remplir le formulaire. Donc, quand vous allez télécharger le justificatif de 2022 sur notre site Internet, il y a un nouvel onglet qui s'appelle Fabrication. Il faut remplir cet onglet avec ces 8 leviers différents qu'on a passés en revue et c'est la seule obligation qu'il y a pour l'instant. Il n'y a pas d'exigence à respecter par rapport à ces émissions de gaz à effet de serre pendant la phase de la construction. L'idée, c'est de rassembler un maximum d'exemples, d'expériences pendant cette année et peut-être quand on introduira nos nouveaux standards au milieu de l'année 2023 probablement, peut-être l'introduction d'exigences par rapport à ceci. À quand des constructions en béton avec une imprimante 3D comme cela se fait déjà dans d'autres pays? Cela permet de gagner du temps et moins de CO2.
Je sais pas si ça Alors, répond à la question. dès aujourd'hui, je dirais, quant à Minergie, en tout cas, on n'a évidemment pas d'exigence particulière sur les manières de construire. Donc, si effectivement on arrive à respecter toutes les autres exigences des normes SIA en matière de sécurité sismique et compagnie, avec des imprimantes 3D, c'est une technologie que je ne connais pas du tout. À la bonne heure, je dirais tant mieux, allons-y. J'ai envie de dire que la nature nous fait de merveilleuses imprimantes 3D au quotidien dans nos forêts et que la préfabrication est aussi une des façons, quand on construit en bois, d'éviter d'avoir cette complexité et cette difficulté sur le chantier. Donc, on a déjà des façons de construire et de stocker du CO2 dans nos bâtiments. Il faut essayer d'optimiser ça peut-être avant d'arriver aux imprimantes 3D, parce que les imprimantes 3D, il faudra aussi les fabriquer et ça reste quand même du béton. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Remarques, suggestions? Ah, sur la dernière slide, a-t-on les écarts de prix en pourcent pour la construction entre les différents labels? Alors, on l'a pas directement sur le slide. Par contre, vous retrouvez ça sur notre site internet dans la rubrique Bon à savoir ou nos thèmes. Je l'ai plus exactement en tête, mais on a fait un article en fait sur le surcoût constructif pour des bâtiments Minergie. On l'a chiffré sur la base d'un exemple d'un petit immeuble d'habitation collective pour Minergie, Minergie P, Minergie A. On arrive à des fourchettes qui se situent entre 3 et 7%, 3% pour Minergie, 5-6% pour Minergie A, 7% pour Minergie P. Vous retrouvez ça sur notre site internet. Je pense qu'on peut gentiment conclure. Juste changer la slide là. Tu peux juste changer la slide, s'il te plaît? Yes. Donc, vous retrouverez cette conférence qui a donc été enregistrée sur notre chaîne YouTube dans les prochaines semaines. Vous pouvez la voir, la revoir gratuitement. Donc, pas de problème. Si vous avez des questions, c'est le dernier moment. Sinon, ben, je remercie Marc Girelli de s'être prêté à l'exercice, qui est bien sûr partenaire spécialiste Minergie, et Olivier Maillet, le directeur de l'agence suisse romande. Et puis, merci à vous d'avoir participé encore une fois si nombreux. Et si vous n'étiez pas inscrit et que vous ne m'avez pas communiqué vos noms, je ne pourrai malheureusement pas vous envoyer la présentation. Donc, vous pouvez m'écrire directement sur marion.bissig@minergie.ch.